Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est le journal du soir dont voici les principales articulations. Les ministres de la Santé des pays de la CEMAC se sont réunis ce vendredi à Libreville, la capitale gabonaise. Il était question d'un atelier d'orientation sur la préparation et la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs semaines et qui menace de gagner l'Afrique centrale. Nous le verrons avec Ludovic Bitege. 3 mois après son entrée en fonction, le président ukrainien s'est exprimé pendant plus de 2h30 devant les journalistes jeudi. L'occasion de détailler son programme de réforme qui a un objectif principal de se rapprocher de l'Union européenne. Mais Petro Poroshenko a également évoqué son plan pour une éventuelle fin des hostilités dans les régions de Donetsk et Lugansk. Nous le verrons avec Larissa Fall-Traoré. La communauté internationale de plus en plus mobilisée contre les atrocités commises par l'État islamique depuis plusieurs semaines. La décapitation de l'otage français Hervé Gourdel par la branche algérienne de ce groupe terroriste semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase puisque les musulmans de pays occidentaux, la Grande-Bretagne et la France essentiellement, ont organisé des manifestations à Londres et à Paris pour condamner cette barbarie. Nous suivrons le papier d'Uriel Abaga. Voilà pour la vitrine, les détails dans un court instant. Bienvenue. Célébration différée au Gabon de la 49e journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « L'alphabétisation et le développement durable ». Libreville a donc emboîté le pas à la communauté internationale qui, elle, l'a célébré le 8 septembre dernier. Il y avait donc du beau monde à l'esplanade du ministère gabonais de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique sur le boulevard du bord de mer. Les précisions de Roland Jaco. La Concorde, l'hymne national gabonais chanté en 4 langues du Gabon, a ouvert la célébration de la journée de l'alphabétisation au Gabon. Le thème retenu pour cette année est l'alphabétisation et le développement durable. L'occasion pour le gouvernement gabonais de faire le bilan de la session 2014 de l'alphabétisation sur tout l'ensemble du territoire. Un bilan plutôt satisfaisant car le taux d'alphabétisation est de 90% avec 19 centres d'alphabétisation, un record dans toute la sous-région, un chiffre confirmé par le représentant résident de l'UNESCO au Gabon. Disons que le taux de scolarisation, c'est de ça qu'il s'agit, qui peut être après assimilé un peu au taux d'alphabétisation au Gabon, oui c'est 90%, peut-être même plus élevé, 93%. Donc de ce point de vue, le Gabon est un très très bon élève et vu sous cet angle, le Gabon atteindra cet objectif du millénaire. Aujourd'hui, selon les chiffres de l'UNESCO, 781 millions d'adultes à travers le monde ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. 2 tiers d'entre eux sont des femmes, d'où la responsabilité de la République gabonaise de garantir l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'alphabétisation, à la formation et à la culture. Ida Retono Assonoué n'a pas manqué de remercier lors de son allocution les partenaires fidèles du développement qui soutiennent l'engagement du gouvernement, parmi lesquels l'ambassadeur de la République du Sénégal. Aux partenaires fidèles qui désormais nous font confiance, et je crois qu'avant nous également, recevez les compliments du gouvernement de la République pour l'accompagnement soutenu et la confiance toujours renouvelée. L'alphabétisation est l'un des principaux éléments nécessaires pour promouvoir le développement durable, car elle donne aux individus les moyens de prendre les bonnes décisions dans le domaine de la croissance économique, du développement social et de l'intégration environnementale. Nous restons au Gabon où les ministres de la Santé des pays de la CEMAC se sont réunis ce vendredi, en plus bref, à Libreville, la capitale gabonaise. Il était question d'un atelier d'orientation sur la préparation et la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs semaines. Dans le cadre de l'appui aux pays de la sous-région de l'Afrique centrale, cet atelier sous-régional est soutenu techniquement et financièrement par le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Les objectifs spécifiques visés par l'ensemble des experts sont d'animer le topic sur la prévention et le contrôle de l'infection dans les unités cliniques, le topic sur la prise en charge des maladies de virus Ebola et apporter l'appui technique dans la révision des plans actuels de préparation et de riposte des pays. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions de l'Info. Dans le même ordre d'idées, les dirigeants du monde se sont réunis jeudi pour enrayer avec plus de détermination l'épidémie d'Ebola qui frappe l'ouest de l'Afrique. Une rencontre dont nous fait l'écho ici Marina Mendeman.
L'Assemblée générale des États-Unis a fait une place à l'épidémie Ebola. Les dirigeants de la planète se sont rassemblés jeudi pour évoquer cette maladie qui fait rage en Afrique de l'Ouest. La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, a donc lancé un cri d'alarme à la communauté internationale. Elle implore les chefs d'État à faire face à cette crise sanitaire. Nous n'allons pas assez vite. Nous ne faisons pas assez. Tout le monde est plein de bonnes intentions, mais les ressources nécessaires ne suivent pas pour mettre fin à cette épidémie. Les hommes et les femmes qui se battent avec courage sur la ligne de front contre cette maladie nous ont dit ce dont ils avaient besoin. Ils ont besoin de plus de lits, plus d'équipements, plus de professionnels de la santé. Et ils ont besoin de tout ça au plus vite. Il y a des patients qui, à l'heure actuelle, meurent dans la rue parce qu'on ne sait pas où les mettre et personne n'est là pour les aider. Soulignant que le virus tue plus de 200 personnes par jour, dont 2 tiers de femmes, le représentant de Cuba a annoncé l'envoi sur le terrain de 400 personnels de santé, l'idée étant de renforcer les dispositifs en place. Le monde peut et doit arrêter Ebola dès maintenant. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ce virus est en pleine croissance et il pourrait avoir atteint 20 000 personnes en novembre si un renforcement significatif n'est pas fait dans les temps. Climat à présent, les défenseurs de l'environnement ont peut-être rallié à leurs causes les plus importants pollueurs de la planète. À 15 mois du sommet de la Terre de Paris, Ban Ki-moon a indiqué que le changement climatique est une menace pour la paix, alors que Barack Obama a invité la Chine et tous les pays industrialisés à signer un accord ambitieux en 2015. Voyons les contours de cet accord avec Samperon Bar. 15 mois avant la conférence de Paris qui devra décider de l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Assemblée générale des Nations unies de cette année a marqué un tournant dans la prise de conscience des dirigeants des pays industrialisés et notamment des principaux pollueurs tels que les États-Unis ou la Chine. Ban Ki-moon a livré certainement le discours le plus offensif en indiquant que le changement climatique menace la paix. Il a invité tous les gouvernements à s'engager à conclure un accord universel et significatif sur le climat à Paris en 2015. Barack Obama s'est également montré en faveur d'un accord ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique. Quels que soient les défis immédiats auxquels nous tenterons de répondre cette semaine, terrorisme, instabilité, inégalité, maladie, il y a un sujet qui marquera les contours de ce siècle de manière plus spectaculaire que tous les autres. Il s'agit de la menace urgente et croissante du changement climatique. Le climat change plus rapidement que nos efforts pour y répondre. Il y a quelques minutes, j'ai rencontré le vice-premier ministre chinois, Zhang Gaoli, et je lui ai répété ma conviction que, vu que nous sommes les 2 plus grosses économies du monde et les 2 plus gros producteurs de gaz à effet de serre, nous avons une responsabilité particulière de prendre les devants sur cette question. Je demande aujourd'hui à tous les pays de se joindre à nous, pas l'année prochaine ou l'année suivante, mais dès maintenant. Les États-Unis annonceront au premier trimestre 2015 leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au-delà de 2020. Pourtant, rien n'est acquis. Pour les États-Unis comme pour la Chine, les intérêts économiques militent encore en faveur de l'industrialisation. Le maire de New York a rappelé le passage en 2012 dans sa ville de l'ouragan Sandy qui avait fait 44 morts. Aucun accord n'était attendu à New York. Des engagements ont été pris pour 2015. Dans 15 mois, le monde fera face à son destin. La commission de défense et de sécurité instituée pour examiner la situation des expulsés de Brazzaville s'est clôturée avec une recommandation principale, le rétablissement des relations entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Les experts commis à cette tâche disent préserver la primeur du contenu de leur travail aux chefs d'État des 2 pays, à savoir Joseph Kabila Kabange et Denis Sassou Nguesso. Le compte rendu de Sylvie Ngalula d'Afrique Actualité. Après la rencontre Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, les experts de ces 2 nations se sont réunis depuis mardi 13 septembre pour examiner les questions liées à la sécurité, les modalités pratiques pour la reprise du commerce transfrontalier entre les 2 pays et analyser les allégations de violations de droits de l'homme enregistrées lors de l'opération Bataille Bakolo. À Kinshasa, au centre des affaires, la population exige réparation avant toute chose pour pousser les autres pays à respecter les Congolais de la RDC. On a déjà violé, on a tué, on a chassé presque toute la population quinoise qui était à Kinshasa. Aujourd'hui, on va encore leur demander de restituer les biens perdus.
Pour moi, c'est une distraction entre les deux gouvernements. Nous voulons que la paix revienne entre les deux capitales, mais qu'ils sachent que ce qu'ils ont fait, ils nous doivent du pardon. Même son des cloches du côté des Lazado, cette ONG de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende, président de cette organisation, est précis, pas de pardon sans réparation. Il faut qu'on établisse la responsabilité des auteurs, des policiers qui ont violé les femmes, qui ont détruit les biens appartenant aux Congolais et qui ont violé les droits des Congolais. Il faut qu'on identifie les victimes. Il faut que les victimes obtiennent réparation par rapport aux biens qu'ils ont laissés au Congo-Brazza. On doit leur donner la possibilité de les récupérer par rapport aux biens qui ont été soit extorqués, soit détruits. Je pense qu'il y a lieu de pouvoir les dédommager. Des conclusions arrêtées pendant cette rencontre sont gardées secrètes et seront remises aux deux chefs d'État pour étude. Allons en Afrique de l'Ouest à présent et nous ouvrons le volet économie de cette édition de l'information. Près de 2 millions de Maliens exercent aujourd'hui dans le domaine de l'orpaillage, mais l'activité est mal réglementée, ce qui joue réellement sur son rôle de régulateur social et économique. Le forum ouvert à Bamako à propos se veut être une tribune d'échange et de partage d'idées pour améliorer ce secteur d'activité. Nyagnan Aliou Traoré d'Africa-Actualité. L'orpaillage traditionnel au Mali, c'est plus de 20 tonnes par an et fait vivre 2 millions de Maliens. Mais l'activité est mal réglementée, ce qui joue réellement sur son rôle de régulateur social et économique. Le forum ouvert à Bamako sur la question se veut être une tribune d'échange et de partage d'idées pour améliorer le secteur. Pour que les orpailleurs sortent du cercle vicieux de la pauvreté et de la précarité dont il a été question plus haut, un programme de travail volontariste sera discuté avec le secteur bancaire et les orpailleurs qui devront se mettre en condition de pouvoir travailler suivant des normes qui donnent les assurances que l'activité est bancable. L'activité s'exerce dans des conditions qui, de nos jours, posent problème. Il s'agit entre autres de morts d'hommes, de conflits, de dégradation accrue de l'environnement par l'utilisation de produits chimiques nuisibles et l'exploitation abusive des enfants sur ces sites. Pour le chef de l'État malien, l'heure est à la réglementation de ce secteur rebelle à l'organisation pour l'intérêt national. En effet, les conséquences négatives de l'orpaillage sur les hommes, l'environnement, la sécurité, la santé, l'agriculture et l'éducation sont à présent devenues très visibles et largement répandues sur le territoire national. Aussi, des corrections sont nécessaires. De la part de la puissance publique, elles sont devenues d'urgence absolue. Au président de la République malienne d'enchaîner qu'il urge de sortir ce secteur pourvoyeur d'emplois et de revenus de la clandestinité et de l'illégalité. Il invite les participants et les experts à trouver des solutions idoines pour un meilleur développement de l'activité. Précisons que l'orpaillage, c'est le secteur des chercheurs d'or. Une délégation comprenant les responsables de l'école ivoirienne et l'UNICEF a récemment sillonné le nord de la Côte d'Ivoire pour la première phase de distribution des manuels scolaires prônée par le gouvernement dans sa politique de gratuité des kits scolaires. Notre correspondant à Abidjan, Mathias Zakam, nous fait le compte-rendu. Dans sa politique de gratuité des manuels scolaires sur toute l'étendue du territoire national aux élèves du primaire public, une délégation du ministère de l'Éducation nationale, accompagnée de l'UNICEF, a sillonné certains villages du nord de la Côte d'Ivoire le 15 septembre dernier pour une distribution des kits scolaires dans les écoles primaires publiques et confessionnelles. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent sur la distribution équitable des kits scolaires. Cela suppose une meilleure organisation dans la distribution des kits. C'est ainsi que l'UNICEF, aux côtés du gouvernement, s'est engagé à distribuer les kits dans les écoles confessionnelles islamiques intégrées au système formel d'éducation, également dans les écoles communautaires et dans les écoles primaires publiques qui sont prises en compte dans le projet
japonais. Après la distribution des kits scolaires, la délégation s'est rendue au lycée moderne d'Odiéné pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire après la date officielle du 15 septembre. Comme aujourd'hui c'est la rentrée, nous sommes ici pour le gouvernement a fixé le lundi 15. Donc depuis 7 heures, nous sommes là avec les enfants. On voit que les enfants sont vraiment contents, motivés, parce qu'ils étaient même pressés. Ils demandaient régulièrement quel jour on va rentrer, quel jour on va jouer. J'ai déjà dit que c'est lundi, ce matin, et vous avez contacté la classe. C'est à moitié rempli ou bien presque la totalité de l'effectif sont là. Il y a des classes comme ça. Et on a reçu aussi des kits. Au total, 2 850 348 kits scolaires seront distribués à tous les élèves du CP1 au CM2 des écoles primaires publiques et confessionnelles pour engager les élèves de Côte d'Ivoire sur la voie de l'excellence dans une école apaisée. Ouvrons à présent le dossier terrorisme de ce journal suite à l'assassinat mercredi de l'otage français Hervé Gourdel par un groupe de djihadistes qui se réclamant du mouvement État islamique. Des jeunes musulmans tunisiens se sont retrouvés jeudi devant le théâtre municipal à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis après un appel lancé sur Facebook pour manifester contre l'État islamique. Aziz Maïga. Les Tunisiens indignés par l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel en Algérie ont manifesté pour dénoncer pour la première fois dans un pays arabo-musulman, d'après les organisateurs, les crimes contre l'humanité commis par l'État islamique en guise de sensibilisation et pour ouvrir un débat national à grande échelle autour du fondamentalisme et du terrorisme. On a fait cette manifestation pour marquer un message politique contre l'État islamique qui est en train de faire des crimes immondes contre l'humanité, qui est en train de tuer des gens en notre nom en tant que Tunisiens, musulmans, arabes. Souvent critiqué pour ne pas désavouer assez fermement le fanatisme et le terrorisme, se réclamant de l'islam, la communauté musulmane tunisienne est sortie de sa réserve. Nous sommes tous des musulmans et nous n'avons besoin de personne pour nous orienter. Nous connaissons bien notre religion, qui d'ailleurs appelle à la tolérance. En revanche, je considère le groupe EI comme étant une organisation terroriste. Ils veulent prendre le pouvoir dans le monde arabe afin de ramener les gens plusieurs siècles en arrière. Qualifié d'abject, de lâche et d'audacieux partout dans le monde et sur le continent africain, l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel a suscité émotion et consternation, notamment en Algérie. Les groupes djihadistes montrent ainsi qu'ils peuvent aussi agir sur le continent africain, loin de leurs fiefs syriens et irakiens. Et depuis l'assassinat le 14 septembre dernier de David Hens, l'humanitaire britannique décapité justement par le mouvement État islamique, les musulmans de Grande-Bretagne se mobilisent afin de désolidariser l'islam de cette mouvance extrémiste agissant au nom de la religion. Ils se servent des réseaux sociaux et d'une vidéo qui témoigne de l'indignation de la Grande-Bretagne. Les précisions, Turiel Abaga. La communauté musulmane de Grande-Bretagne a lancé depuis près de 2 semaines une campagne de contre-propagande pour fustiger les atrocités commises par l'État islamique. Le mot-clé « Not in my name », en français « pas en mon nom », est utilisé par des milliers de jeunes musulmans sur Twitter, Facebook et Instagram afin de discréditer le groupe Daesh qui ne cesse de créer l'effroi en Irak, en Syrie et désormais dans d'autres parties du monde. La Fondation pour un changement actif, organisation londonienne, est à l'origine de cette mobilisation. Son but est de favoriser la bonne entente et la cohésion entre les communautés et de prévenir l'extrémisme sous toutes ses formes. L'organisation fait circuler depuis quelques jours une vidéo d'1 minute 19 montrant 10 musulmans des deux sexes qui dénoncent les violences commises par le groupe islamiste Daesh. Depuis le début de cette campagne, la vidéo a été vue à près de 200 000 reprises et des centaines de milliers de messages ont été postés sur les principaux réseaux sociaux. Cette initiative a été saluée mardi à la tribune des Nations Unies à New York par le président américain Barack Obama. Oui, très souvent critiqué pour ne pas désavouer assez fermement le fanatisme et le terrorisme se réclamant de l'islam, la communauté musulmane de France a rapidement manifesté son indignation après l'assassinat de l'otage Hervé Gourdel en Algérie. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans le pays pour dénoncer ce crime, qualifié d'abject, de lâche et d'odieux par l'ensemble de la classe politique, un sentiment partagé par l'opinion publique du pays dans son ensemble. L'assassinat mercredi
vendredi de l'otage français Hervé Gourdel par un groupe djihadiste réclamant du mouvement État islamique a tout autant indigné les leaders de la communauté musulmane française. Nous y reviendrons. Plongés donc dans le deuil depuis l'annonce de l'assassinat d'Hervé Gourdel, les habitants du village montagnard de Saint-Marie de Vésuble, d'où vient Hervé Gourdel, se sont réunis ce matin pour rendre hommage aux défunts. Tristesse et colère sont les maîtres mots pour ses parents et amis en cette douloureuse circonstance. Les détails avec Larissa Fall-Traoré. Le village montagnard de Saint-Martin-Vésubie où le guide Hervé Gourdel travaillait l'été pour partager avec d'autres sa passion de la nature et de la vie est en deuil depuis l'annonce de son assassinat. C'est une grande émotion, une peine infinie, écrit Marthe Héroux, le regard triste, dans l'un des registres posés sur des tables devant la mairie où l'on prépare une marche silencieuse en hommage aux défunts. C'est pour moi comme un frère dans l'humanité, donc j'ai de la compassion pour la famille, pour tout le monde. Avec tout mon amour, ça suffit. Les habitants du village organisent une marche silencieuse en hommage à Hervé Gourdel. Ses parents et connaissances sont très en colère et ne trouvent pas de mots pour qualifier cet acte. Certains auraient même voulu que l'enlèvement se passe sous silence, tant ce drame leur paraît insupportable. On ne peut pas être insensible à une chose pareille, voyons quand même. Sinon, on n'a pas de cœur. Il faut qu'il se soit puni. Il faut que ce soit puni, mais sévèrement. Le village de l'assassiné demande que ces terroristes soient sévèrement punis. Des rassemblements seront organisés ce week-end en France afin de montrer aux terroristes qu'ils ont franchi des limites d'intolérance. Europe de l'Est, après quelques mois d'affrontements entre l'Ukraine et la Russie, le président ukrainien Petro Poroshenko estime que le pire de la guerre est passé au regard du respect des négociations entamées entre le pays pro-russe et les rebelles. Il entrevoit la fin de cette guerre en mettant en place son plan de paix pour les échéances électorales à venir. Larissa Fall-Traoré pour les détails. Le président ukrainien a indiqué jeudi que le pire de la guerre est passé et que son plan de paix allait fonctionner en présentant son programme économique à son peuple, dont le but est de préparer la candidature d'ici 2020 de l'Ukraine à l'entrée dans l'Union européenne. Les observateurs internationaux sont présents lorsqu'il n'y a pas de gens armés dans les rues et que nous sommes capables d'assurer l'expression libre de la volonté du peuple. Ni l'Ukraine, ni la communauté internationale et j'espère ni la Russie ne reconnaîtront les élections décrétées par des organisations terroristes autoproclamées à des dates qui ne sont pas conformes à la législation ukrainienne, sans observateurs et avec des violations des droits électoraux des Ukrainiens. Le chef d'État ukrainien a invité le peuple à la confiance. C'est dans l'optique de mettre un terme au bras de fer qui l'oppose à la Russie que celui-ci a été adopté. Je n'ai aucun doute sur le fait que mon plan de paix fonctionnera. Je n'ai aucun doute sur le fait que la plus grosse et la plus dangereuse partie de la guerre est derrière nous, grâce à l'héroïsme des soldats ukrainiens. La hache de guerre semble donc être enterrée au regard de la trêve négociée à Minsk entre l'Ukraine, les rebelles et la Russie, garantissant la paix et une autonomie aux régions séparatistes pro-russes. On va ouvrir la page sport de cette édition de l'information avec le tirage au sort de la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest qui a été effectué ce jeudi 25 septembre à Lomé, la capitale togolaise. Les différentes poules sont donc désormais constituées. Mamadou Niang fait le reportage. Pays organisateur, le Togo figure dans le groupe A en compagnie du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, tenant du trophée, remettra son titre en jeu face au Sénégal, au Bénin et à la Guinée-Bissau. Finaliste de l'édition 2013, étalon du Burkina Faso et écuyer du Bénin se retrouvent dans une même poule avec la perspective d'un duel aux allures de revanche ou de confirmation. La compétition qui marque le 20e anniversaire de l'Union monétaire se jouera du 22 au 29 novembre prochain à Lomé. La Ligue des champions de la Confédération africaine de football 2014 va connaître ses finalistes ce week-end. Après les demi-finales qui se sont jouées la semaine dernière, ces 27 et 28 septembre se joueront les demi-finales retour. Willy Tonangoy de Bambera pour plus de précisions. Dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions africains 2014, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo reçoit ce dimanche 28 septembre 2014 l'ES Sétif d'Algérie qui s'était imposé au match aller 2-1. Dans la marmite de Kamalondo,
Le tout-puissant Mazembe du président Moïse Katumbi aura 90 minutes pour gagner sa place en finale. Pour avoir marqué un but en terre algérienne, les Congolais conservent une chance d'y aller. Le seul bémol, c'est évidemment la défense qui a montré des signes de fébrilité. Désormais, pour ce match retour, la mission est de marquer un but et de ne pas en prendre. À 1-0, les partenaires de Kidiaba seront en position de briguer une 5e étoile. Avec un public en ébullition, tout est possible. Les Algériens, quant à eux, vont à Lubumbashi avec un léger avantage. Pour le compte de cette demi-finale retour, l'écurie du président Aymar est plutôt sereine et reste confiante quant aux chances de qualification pour la finale. Nous aurons un bon coup à jouer lors de ce match retour. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Je suis optimiste du moment que nous allons bénéficier du retour de certains joueurs blessés, à l'image de Zerara et Amokran. À noter que l'autre demi-finale mettra aux prises ce samedi 27 septembre les Tunisiens de Sfax aux Congolais de l'AS Vita. À l'aller, les Congolais l'avaient emporté à domicile par 2-1. Voilà, c'est sur ce reportage que nous bouclons la boucle de cette édition de l'information. C'est la fin et voici le rappel de ses principales manchettes. Les ministres de la Santé des pays de la CEMAC se sont réunis ce vendredi à Libreville, la capitale gabonaise. Il était question d'un atelier d'orientation sur la préparation et la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs semaines et qui menace de gagner l'Afrique centrale. 3 mois après son entrée en fonction, le président ukrainien s'est exprimé pendant plus de 2h30 devant les journalistes ce jeudi. L'occasion de détailler son programme de réforme qui a un objectif principal de se rapprocher de l'Union européenne. Mais Petro Poroshenko a également évoqué son plan pour une éventuelle fin des hostilités dans les régions de Donetsk et Lugansk. La communauté internationale de plus en plus mobilisée contre les atrocités commises par l'État islamique depuis plusieurs semaines. La décapitation de l'otage français Hervé Gourdel par la branche algérienne de ce groupe terroriste semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase puisque les musulmans de pays occidentaux, la Grande-Bretagne et la France essentiellement, ont organisé des manifestations à Londres et à Paris pour condamner cette barbarie. La méditation de ce soir sur la prudence et l'imprudence tirée de la culture baoulée. Les dents ne doivent pas se quereller avec la langue. Bonsoir.